Aujourd'hui, on va parler de stratégie de communication, mais sans pression et sans injonction. Mon invitée est Clémentine Lavotte est copilote en stratégie de communication. Depuis 10 ans, elle accompagne les entrepreneurs à construire une stratégie de communication réaliste et efficace en trouvant un juste équilibre. Être régulière sans s'épuiser, augmenter son impact sans être partout, avoir de meilleurs résultats sans y passer des heures. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Clémentine. Je suis ravie de t'accueillir. Merci beaucoup Anitra, je suis ravie d'être là et que tu me laisses un petit peu de place chez toi. Bien sûr, il y a pas de souci. Alors pour commencer, est-ce que tu veux bien nous raconter ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à devenir copilote en stratégie de communication? Eh bien, avec plaisir. Alors moi, j'ai un parcours un peu chaotique, dirons-nous. Je suis pas devenue entrepreneur parce que c'était le rêve d'une vie, que je savais que c'était ça que je voulais faire. Non, pas du tout. Moi, j'ai fini mes études en 2016, et à la fin de mes études, donc de mon master en information et communication, l'entreprise sociale dans laquelle, je faisais mon stage de fin d'études depuis 6 mois et avec laquelle, du coup, j'avais travaillé sur la partie stratégie de communication et que j'avais tout créé de A à Z puisque la plateforme, avait 3 mois quand je suis arrivée en stage, m'ont dit: «Bah Clémentine, on veut continuer à bosser avec toi, mais on peut pas t'embaucher parce que la boîte elle a 8 mois et on n'a pas les épaules pour un CDD, un CDI. Est-ce que tu peux te mettre en freelance pour qu'on puisse quand même te rémunérer de manière légale?» Et donc là, s'est ouvert une porte à moi qui n'était même pas dans mon spectre, en fait. Beh, ouais, parce que moi je connais pas ça. Enfin, tu vois, j'avais pas dans mon entourage quelqu'un qui était entrepreneur, que ce soit dans ma famille ou dans mes amis, personne n'était entrepreneur. Donc pour moi, c'était pas une option, en fait. Il y avait pas d'autre chemin que je finis mes études, j'ai mon master, je trouve un CDI dans une agence de com ou, dans une boîte, mais voilà. Donc voilà, cette porte s'est ouverte, cette perche est apparue devant moi et donc je me suis dit: «Bah, OK, allons-y, en fait. Là, quel choix j'ai? Je finis mes études, soit je continue à bosser 3 jours par semaine sur un projet qui me fait kiffer, que j'ai créé de A à Z, qui est quasiment autant que le mien, que celui des fondateurs et puis, bah, j'essaye de voir ce que ça veut dire d'être à son compte. Ou alors, bah, je me retrouve «au chômage» entre guillemets, parce que j'avais même pas le droit au chômage, et je cherche du taf, tu vois? Donc bah, je me suis dit: «YOLO, allons-y, on verra bien» et voilà, c'était il y a 9 ans. Et je n'ai bah, pas arrêté. Alors voilà, j'ai eu des petits moments de haut, de bas, de je retrouve un petit boulot à mi-temps salarié pour mais voilà, donc ça m'a pris un peu de temps pour savoir ce que ça voulait dire vraiment d'être à son compte, d'avoir une entreprise. Parce que, bah, pendant les 3 premières années de mon activité, bah, j'avais cette entreprise avec laquelle je bossais. Donc ça, c'était quand même, un super privilège de se lancer en ayant déjà un client. Mais complètement, oui. Mais du coup, voilà, je me suis entre guillemets un peu «reposée sur mes lauriers» et que je me suis pas trop posé la question de, qu'est-ce que je fais vraiment? À qui je m'adresse? C'est quoi mon positionnement? C'est quoi qui Mmh. me différencie? Et cetera. J'ai beaucoup utilisé mon réseau au départ et puis, bah, en 2019 est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire, bah, le réseau, bah, je l'ai un peu «tout utilisé» entre guillemets, et du coup, plus d'opportunités et puis, bah, une boîte qui était pas vraiment une boîte parce que, bah, je faisais un peu tout et n'importe quoi autour de la com. Donc, bah, est arrivé le moment où, bah, soit je construis vraiment quelque chose de sérieux et voilà, parce que j'ai passé 6 mois, sans faire rentrer de chiffre d'affaires donc et je continue ou j'arrête, quoi. Donc, voilà, j'ai mis mes dernières économies, pour me faire accompagner par une personne en qui, j'avais confiance, avec qui j'avais travaillé justement sur ce qui me suit depuis 2016 et voilà, on a tout restructuré, bah, enfin on a posé les fondations d'une boîte Oui, en les fait, parce qu'il y fondations, avait il y voilà. avait rien quoi. On a posé un positionnement, un client idéal, enfin voilà, pour la première fois après 3 ans de lancement, j'ai vraiment réfléchi à, heu, où je vais, ce que je veux faire, avec qui, comment et cetera. Donc voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivée là. Bon, depuis 2019, il s'est passé aussi plein de choses, hein, ça fait 6 ans donc il y a eu, des changements, des rechangements, mais on est toujours resté dans la stratégie de communication et le fait d'accompagner les entrepreneurs à trouver une stratégie, qui leur ressemble et qui fait sens avec leur boîte et qui soit pas forcément, remplie d'injonctions de: «Il faut faire ci, il faut faire ça». Voilà, ça s'est précisé, il y a eu des petits changements entre-temps, mais pour résumer, ça ressemble un peu à ça, ce parcours un peu chaotique. D'accord. Eh ben, écoute, je vais rebondir sur ce que tu as dit parce qu'on parle beaucoup de stratégie de communication, mais souvent c'est synonyme de pression, d'injonction, de burn-out aussi, surtout pour les entrepreneurs
qui sont seuls aux commandes. Alors quels sont ces mythes et ces injonctions autour de la communication qui t'énervent le plus? Là, la grosse question. Je pense qu'il y en a plein qui viennent et enfin qui vont et qui viennent, hein. C'est comme les injonctions, elles viennent aussi avec, les tendances et ce qui marche en ce moment et cetera. Hem, Là, je pense qu'on va prendre aujourd'hui en 2025, mais une des injonctions qui m'énerve le plus et avec laquelle, je me bats constamment, c'est, l'injonction de devoir être sur les réseaux sociaux, il y a pas d'autre solution. Qu'il faut absolument que chaque entreprise, chaque entrepreneur soit sur les réseaux sociaux, crée du contenu sur les réseaux sociaux pour se rendre visible, pour trouver des clients, parce que c'est comme ça et que mais non, en fait, c'est pas comme ça. C'est comme ça pour plein de gens et c'est vrai que pour plein de métiers, plein d'entreprises, oui, oui, c'est important et oui, il y a un vrai but, un vrai objectif à être sur les réseaux sociaux, mais non, c'est pas le seul levier de communication. Communiquer, c'est pas que les réseaux sociaux, il y a plein d'autres manières de communiquer. Et voilà, et donc moi, c'est toujours cette petite graine que je viens planter parce que quasiment toutes mes clientes, à 99, arrivent avec ce truc de: «Ah mais j'en ai marre des réseaux sociaux, mais il faut que je sois sur les réseaux sociaux». Oh! Et tu sais quand je pose la question de: «Bah, pourquoi tu choisi d'aller sur Insta, sur LinkedIn, machin?» «Parce qu'il faut». Non en fait, s'il y a pas de raison derrière, ça ne sert à rien en fait. Donc là, moi, c'est un peu mon là en ce moment, mon gros cheval de bataille de faire comprendre que ouais, les réseaux sociaux, c'est très cool et je crache pas dans la soupe. Je suis sur les Instagram, je communique beaucoup sur Instagram, mais c'est pas forcément une bonne option pour tout le monde. Tu vois, là, moi, mes 2 dernières clientes que j'ai eues en copilotage stratégique, donc mon offre d'accompagnement de 3 mois où on structure vraiment une stratégie, réaliste et efficace, les réseaux sociaux n'en font pas partie. Parce que enfin, en tout cas, pas de je crée du contenu, régulièrement et ça j'en fais une vraie strate de contenu et cetera. Parce qu'elles-mêmes, dans leur façon de fonctionner, dans ce qu'elles aiment faire et cetera, ça leur correspond pas et parce que leurs clients idéaux, c'est pas là-dessus de toute façon qui vont chercher et qui va avoir un impact pour les faire passer à l'action ou pour même les faire qu'elles se fassent découvrir finalement. Donc on a mis en place d'autres choses et bon, je peux pas vous dire que ça fonctionne maintenant parce qu'on est encore en train de tout créer, mais j'ai aucun doute que ça fonctionne quand elles montrent les choses en place. Donc voilà, ça c'est une grosse injonction avec laquelle, je me bats, ce truc de «il faut que» et puis, voilà, là aujourd'hui c'est les réseaux sociaux, mais quand je me suis lancée en 2016-2017, c'était le blog par exemple. Bon ça bouge beaucoup, tu vois? Mais c'est ça, c'était un peu plus, ce qui était in en 2000, Oui, voilà, c'est ça. moi j'ai commencé, Facebook était, tu vois, c'était the place to be, si tu étais pas sur Facebook, tu étais has been. Aujourd'hui, quand je dis à mes clientes: «Bah, ça serait peut-être bien qu'on aille sur Facebook», elles me regardent: «Quoi?» «Bah, oui, mais tu travailles en local en fait, du coup, bah, c'est pertinent». Donc voilà, donc ça évolue effectivement. Là, en 2025, c'est vraiment plutôt les réseaux sociaux, mais voilà, ça peut être tous les canaux et ce que j'ai dit, vaut pour tous les canaux. Il y a pas d'obligation en fait, et c'est tout l'idée d'une vraie bonne strat, c'est de savoir, quels canaux, selon ton activité, donc tes clients et selon toi aussi, qu'est-ce qui va, être bon pour toi et qui va pas te coûter, tu vois? De l'énergie parce que sinon effectivement, bah, tu vas pas le tenir sur le long terme. Et quand on dit, réseaux sociaux, on parle aussi de stratégie de contenu. Stratégie de contenu, stratégie de communication, quelle est la différence et pourquoi c'est important de ne pas confondre les 2? C'est une très bonne question. La stratégie de com, c'est vraiment la communication dans sa globalité, donc tous canaux confondus, les réseaux sociaux, mais aussi, bah, la création de contenu, voilà, sur d'autres plateformes, mais aussi tout ce qui va être de la communication plus physique, genre du flying, de Mmh. l'affichage et cetera, Oui, ça ou ça du ça marche toujours ça. ça marche toujours, ou du réseautage, ou de l'événementiel et cetera. Tout ça, ça fait partie de la communication et d'une stratégie de com qu'on peut avoir. Pourquoi pas même aussi la prospection, ça peut, voilà, rentrer entre les 2, entre la stratégie de vente, la stratégie de com. Donc tout ça, ça fait partie d'une stratégie de communication et donc c'est réfléchir à, au vu de mon activité, au vu de moi, ce qui est bon pour moi, ce que je préfère faire et cetera, quelles actions de com je peux mettre en place. Et une fois qu'on a décidé: «OK, bah, moi, au vu de ce que je fais, on va plutôt miser sur, des relations presse, de la stratégie média, je vais me faire inviter à prendre la parole ailleurs et cetera, du réseautage, peut-être un petit peu de création de contenu, mais légèrement». Voilà, on va pouvoir définir, qu'est-ce qu'on fait. Et donc une stratégie de contenu, là, ça va être vraiment, en fait, plus sur qu'est-ce qu'on dit?
Donc sur quels canaux et les canaux me servent à quoi et c'est quoi ma ligne éditoriale sur chaque canal de communication que j'ai, sur lesquels je crée du contenu, hein, parce qu'évidemment, on va pas avoir une ligne éditoriale quand on va faire du réseautage. Voilà, c'est qu'est-ce que je raconte finalement? Donc la stratégie de Et qu'il y ait une communication, cohérence c'est avec la stratégie globale. oui, tout à fait, exactement. C'est la stratégie de com, c'est la globalité et dans la stratégie de com, quand on choisit de faire du contenu sur internet, c'est OK, c'est quoi mes lignes édito? C'est quoi les objectifs? Comment je tourne mes phrases? C'est quoi mon ton? Et cetera, et cetera. Même si ça, le ton, comment je tourne mes phrases, les mots, et cetera, ça marche aussi quand on fait du flying, et cetera. C'est à prendre en compte, même les sites web, et cetera. Mais voilà, donc c'est la com, c'est la globalité, le contenu, bah, c'est comment on dit les choses, quoi. D'accord, merci pour, cette distinction, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à se dire: «OK, ma stratégie de communication, mais c'est ma stratégie de contenu». Mais non, en fait, pas tant Pas que ça. pas forcément. Après, ça dépend effectivement comment on communique. C'est sûr que si on communique uniquement en créant du contenu, oui, bah, du coup les 2 vont être, très, très, très proches. Mais quand on met autre chose dans sa stratégie de com, donc comme je disais par exemple du réseautage ou faire ce qu'on fait là, c'est-à-dire moi venir prendre la parole chez toi ou voilà, moi inviter des gens sur, mon podcast par exemple ou même avoir de la presse et cetera. Tout ça, ça fait partie de la com et ça fait partie des actions à réfléchir et qui ont un impact aussi dans notre communication, quoi. Mmh. Et on confond souvent aussi communication et influence. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi communiquer ne veut pas forcément dire devenir influenceur? Bah, pas du tout même, c'est 2 choses totalement différentes, et c'est effectivement, une vraie problématique et c'est aussi quelque chose que je dis beaucoup à mes clientes, notamment, celles qui vont s'épuiser, à passer des heures et des heures, sur les réseaux sociaux. C'est que, bah, elles sont pas influenceuses. Leur métier, c'est pas de créer du contenu. Leur métier, c'est de faire leur métier, c'est-à-dire, soit quand tu es graphiste, bah, de faire, des logos, des identités visuelles, des identités de marque et cetera. Quand tu es rédactrice, de rédiger des articles de blog, des pages de vente, des machins, des choses. Quand tu es artisane, bah, de créer tes produits, de les vendre, machin. C'est ça ton cœur d'activité, c'est ça ton métier. C'est pas créer du contenu et c'est ça la véritable différence entre entreprendre, alors je dis pas que les influenceurs sont pas des entrepreneurs, mais entre l'entrepreneuriat et l'influence, c'est que les influenceurs, leur métier, c'est de créer du contenu autour de leur vie et de vendre leur vie privée, de montrer leur vie et de parler de produits, de services, et cetera, que eux ils aiment bien et en faire la promotion. C'est ça leur métier. En tant qu'entreprise, toi, ton métier, c'est de faire ton métier, de parler de ce que tu fais, de trouver les personnes qui en tout cas de toucher les personnes qui sont intéressées par ce que tu fais, leur expliquer ce que tu fais, leur montrer que tu es la bonne personne pour les aider, pour répondre à leurs besoins et cetera et ensuite, oui, bien sûr, de promouvoir tes services, tes produits. Mais du coup, c'est effectivement 2 choses différentes. Nous, en tant qu'entrepreneurs, bah, on n'a pas que la création de contenu. C'est une et puis surtout ça dépend, voilà, de notre stratégie de com. Il y a des entrepreneurs qui n'ont même pas besoin de créer du contenu pour communiquer efficacement et avoir des résultats. Mais c'est une petite partie. Il y a tout ce qui va être, bah, voilà, création d'offres, suivi client et cetera. Les gros influenceurs dont c'est le travail à temps plein, eux, ils font que la grosse majorité de leur taf, 80 de leur taf, ça va être de créer leur contenu. Tout ce qui va être gestion des partenariats, trouver des marques qui vont les payer pour parler d'elles et cetera. Tout ça, en général, ils ont des équipes, des managers, des personnes qui leur trouvent les contrats pour eux. Donc leur taf, c'est vraiment de la création artistique de contenu. Donc c'est différent. C'est 2 choses différentes. Bien évidemment, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, on peut demander à des influenceurs et utiliser les services des influenceurs pour faire parler de sa marque. C'est aussi une partie de voilà, ça peut être une facette de la stratégie de communication, de se dire: «Bah, je veux, heu, prévoir une petite partie, pour, travailler avec des influenceurs», parce que ça peut être une bonne façon de se rendre visible, effectivement. Mais c'est 2 choses différentes. On est C'est entrepreneur, on deux n'est pas influenceur. 2 modèles business économiques différents Tout à complètement fait, aussi. exactement. Tu as parlé de plusieurs, canaux de visibilité comme le réseautage, la prospection, mais pour les personnes qui justement timides ou introverties et qui n'ont peur, qui n'ont pas envie de réseauter et qui se disent: «OK, je vais miser sur la stratégie de communication». Est-ce qu'aujourd'hui communiquer sur un seul canal peut encore suffire? Je veux dire par exemple juste Instagram ou LinkedIn ou est-ce que
Il est temps d'élargir sa visibilité sur d'autres canaux. Quels conseils est-ce que tu donnerais pour trouver le bon équilibre, surtout quand on est seul aux commandes? Encore une fois, très bonne question. Déjà, faut faire attention avec ce terme de visibilité. C'est souvent, la première chose qu'on cherche et c'est OK, c'est normal, c'est la base. Faut bien qu'on se rende visible, pour après, voilà, que les gens nous sachent qu'on existe et cetera, donc bien évidemment. Mais attention, il y a pas que ça et c'est aussi, tu vois, une problématique que je vois beaucoup des personnes qui utilisent justement les réseaux sociaux pour la visibilité, pour se rendre visible. Sauf que les réseaux sociaux sont pas adaptés à cet objectif-là. Parce que en fait, dans une stratégie de communication, il y a différentes étapes. Une personne, elle va passer par différentes étapes avant de sortir sa carte bleue. Elle va passer par ce stade de, bah, je te connais pas, je sais que j'ai un besoin, je sais que j'ai un problème, je vais commencer à chercher des solutions, voir s'il existe quelque chose et c'est à ce moment-là que, potentiellement, je vais pouvoir te découvrir et tomber sur toi. Ça, c'est ce qu'on appelle la partie acquisition. Donc là, ça peut se faire effectivement par les réseaux sociaux, mais ça peut être par des articles de blog avec le référencement naturel ou YouTube, le podcast, Pinterest, le réseautage, la prospection, enfin bref, il y a plein de moyens de faire de l'acquisition. Là, c'est ce qu'on définit dans une stratégie de com. Et ensuite, une fois que la personne, elle nous a découvertes, on passe dans l'autre phase de confiance, intérêt. Regarde, ce que je sais, regarde ce que je fais, regarde, ce que je peux t'apporter, et cetera, pour montrer que on a une solution à son besoin, à son problème et que 2 on est la bonne personne pour le faire, pour voilà, pour que la personne, elle se sente rassurée, qu'elle, commence à estimer que oui, on va pouvoir l'aider et enfin, dernière étape, c'est la partie vente, conversion, où là, bah, ça va être de lever les derniers freins qu'il peut y avoir avant le passage à l'action. Vraiment lui faire comprendre qu'on a bien compris tous ses besoins, tous ses problématiques et cetera, pour qu'au moment soit où elle sort la carte bleue, elle achète, soit elle nous demande un appel, que le plus de choses soient levées, pour que, la vente se fasse de la manière la plus smooth possible. Donc ça, c'est tout notre travail dans la communication et dans ce qu'on fait. Donc, il fallait que juste que je cadre ça pour tes questions, parce que la visibilité, oui, c'est important et oui, c'est notre première partie de notre entonnoir, mais souvent, et ben, on va confondre la visibilité avec les autres étapes et du coup, on va pas utiliser les canaux sociaux, entre guillemets, «de la bonne façon» pour sa cible. Parce que souvent on se dit: «Ouais, il faut que je sois sur les réseaux sociaux parce qu'il y a plein de monde, il y a plein de monde» et puis là on sort les chiffres de il y a des milliards de personnes utilisateurs. Oui, c'est vrai, absolument. Sauf que ce qu'on dit jamais, c'est que les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, elles y sont pas forcément pour s'intéresser au sujet que tu traites. Faut garder en tête qu'il y a plus de 50 des personnes qui utilisent les réseaux sociaux, peut-être un peu moins LinkedIn parce qu'on est quand même sur un truc pro, mais voilà, de manière générale, qui utilisent les réseaux sociaux pour rester en contact avec leurs proches. Et au final, quand on regarde les chiffres, c'est 25 à peu près des personnes qui utilisent les réseaux sociaux, qui vont l'utiliser avec un but de trouver de l'inspiration ou de chercher des services, des produits à acheter. Déjà, ça réduit la possibilité de se rendre visible. Et dans ces 25 la question est: «Est-ce que ma cible utilise vraiment les réseaux sociaux de cette manière-là? Pour chercher de l'inspi ou de quoi acheter des services, des produits sur mon domaine d'activité?» Si je prends par exemple les photographes ou des personnes qui font des robes de mariée ou même sur le mariage en général et cetera, oui, les personnes, elles vont très certainement checker sur Instagram pour avoir ce genre de professionnel. Pour une personne qui fait de la pâtisserie, c'est pas forcément sur Instagram qu'on cherche de la pâtisserie. À la limite, on va chercher des recettes, mais là, on va chercher peut-être plus des créateurs de contenu que des gens qui font de la pâtisserie. Parce que de toute façon, si je veux acheter c'est ça, si je veux acheter un gâteau, bah, je vais pas le faire venir de l'autre bout de la France. En général, je vais essayer de le trouver à côté de chez moi. Parce que je suis pas trop sûre dans quel état il arrive le gâteau si je le fais venir de l'autre bout de la France. Donc voilà, c'est tu vois, c'est se poser ces questions-là. Donc selon, encore une fois, ton activité et ce que tu fais, oui, un canal peut être bien et suffisant et pour d'autres activités, bah non, en fait. Il faudra forcément un autre point d'entrée. Je vais te donner, l'exemple là d'une de mes clientes qui a un business en local. Et qui du coup, voilà, quand on a fait une session ensemble, est arrivée en me disant: «Ah, faut que je me rende visible sur Instagram. Instagram, c'est ma porte d'entrée».
Puis on a commencé à décortiquer ça et puis en fait, on s'est très vite rendu compte que non, Instagram, c'est pas sa porte d'entrée, c'est pas son canal d'acquisition, c'est pas là qu'on la découvre, c'est pas Instagram qui la rend visible. Ce qui la rend visible, c'est les recommandations que ses clients font, parce que ses clients sont très satisfaits de son travail et du coup la recommandent et du coup quand les gens arrivent sur son compte Instagram, c'est pas parce qu'elle a fait un contenu qui a viralisé et qui a été visible partout, c'est parce qu'il y a ses clients qui ont parlé d'elle à d'autres personnes et du coup ces personnes viennent sur Instagram pour voir son travail. Et donc Instagram ne sert pas la visibilité, Instagram va servir la partie confiance, intérêt, regardez ce que je fais, qui je suis, comment je le fais. Ayez confiance en moi, on va pouvoir travailler ensemble. Donc là, effectivement, on s'est dit: «Bah, là, l'important, on va nourrir les recommandations de tes clients, on va faire en sorte qu'ils continuent de te recommander, mais surtout, on va faire en sorte que ton site internet, qui là, pour l'instant, est un petit peu en friche, soit remis bien à jour, que voilà, on travaille sur le référencement, naturel parce que, au vu de ton métier, les personnes qui ont besoin de toi et qui cherchent des personnes qui font ce que tu fais vont utiliser Google, vont faire des recherches. Donc Instagram, oui, on le garde, mais c'est pas pour de la visibilité. C'est pour ça que j'ai pour mettre un petit peu de contexte. Donc voilà, pour répondre à ta question, oui, on peut avoir qu'un seul canal social, ça peut être suffisant, selon son métier et selon si notre cible utilise ce canal-là dans le but de trouver de l'info, de l'inspiration sur notre domaine d'activité. Mmh. Sinon, Et ça, c'est bah un autre usage des réseaux sociaux à prendre en compte parce qu'effectivement, souvent, on se dit: «Ah, la visibilité, visibilité» et c'est une autre stratégie, en fait, d'utiliser Instagram comme une vitrine, comme un site vitrine, pour que les gens puissent s'informer sur qui on est et c'est ça. ouais, c'est Alors un ouais, autre ouais, usage. carrément. C'est là toutes les une question de pour le coup de stratégie de com, tu vois? Et moi, c'est avant qu'on bosse avec mes clients, bah, en fait, d'où arrivent les gens, quoi? C'est comment ils font? Parce que ça sert à rien de vouloir s'entêter, s'entêter, s'entêter sur un canal de communication, si de toute façon, c'est pas l'usage de ta cible. Voilà, j'ai une autre cliente qui était là: «Ouais, ça fait des années que je suis sur Insta», puis le contenu était pas mauvais en plus, en l'état, elle avait du contenu qui était plutôt pas mal, mais ça marche pas, j'ai plein de clients, mais j'ai personne qui vient d'Instagram, j'arrive pas à me rendre visible sur Instagram et cetera. Et puis, bah, on a regardé. Bah oui, c'est normal. Parce que Instagram, les gens, ils s'en servent pas pour te découvrir, en fait. Ta cible, c'est pas son réflexe. Ta cible, elle va passer par d'autres points d'entrée et ensuite arriver sur ton compte Instagram par ces autres points d'entrée. Et Instagram est là pour les rassurer sur ce que tu fais et pour les rassurer de tes compétences et de savoir si oui ou non ils devront te faire confiance. Donc, bah, on n'utilise pas Instagram de la même façon que si effectivement Instagram ou LinkedIn ou TikTok ou que sais-je encore, je parle d'Instagram parce que c'est celui que j'utilise tout le temps, donc c'est le celui qui me vient en bouche le plus facilement, mais ça marche pareil pour les autres. Hem, voilà, si effectivement ta cible utilise Instagram, LinkedIn et pour s'inspirer, trouver ton travail et cetera, oui, bien sûr que là, ça va être notre point d'entrée et on va travailler du contenu pour te rendre visible, pour toucher des nouvelles personnes et cetera. Parce que c'est pareil, on fait pas du contenu de la même façon si le but du contenu, c'est d'attirer des personnes qui nous connaissent pas, que si c'est pour donner confiance ou vendre. Parce que pas les mêmes objectifs, pas le même degré d'avancement avec nous. Donc forcément, on peut pas dire la même chose à une personne qui nous connaît pas, à une personne qui nous suit depuis longtemps, qui a confiance en nous et qui a ça de venir client chez nous, en fait, c'est pas possible. Voilà, tout ça, ça se réfléchit et c'est tout à ça que serve une stratégie de com/contenu pour les réseaux sociaux. Et au-delà des grands mots comme authenticité ou régularité, quels sont pour toi les vrais piliers d'une communication qui dure et qui génère des résultats? Effectivement, la régularité, c'est quand même important. Après la régularité, ça veut pas dire poster tous les jours, hein, pour moi, au lieu de régularité, je préfère le mot de constance, tu vois? Parce que c'est vrai que quand on parle de régularité, on a toujours ce truc de un petit peu cette image en fond de poster souvent, beaucoup, tu vois? En faire beaucoup. Pour moi, la constance, c'est vraiment sur le long terme. C'est-à-dire une fois par semaine, c'est très bien, tu vois? Tant que
C'est pas une fois par semaine, toutes les 4 lunes. Quoique, toutes les 4 lunes, si tu es vraiment, vraiment fixe sur tes 4 lunes, on pourrait être dans de la constance du coup. L'idée c'est de trouver un Ça reste une constance? ça reste une constante. L'idée c'est de trouver un rythme qui te convient, qui t'enferme pas, dans lequel tu te sens pas bridé ou qui t'épuise pas et de le garder, voilà, sur le long terme. Donc, au lieu de régularité, je préfère ça. Et du coup, tu me disais, c'était quoi plutôt les vrais termes, hein, d'une Oui, les communication efficace? piliers Les d'une vraie piliers. communication. Bah, alors, je vais prêcher pour ma paroisse, mais une stratégie, forcément. Ouais. Non, pour moi, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que c'est savoir où tu vas. Avoir une stratégie de communication slash une stratégie de contenu, c'est vraiment avoir un cadre, une direction pour savoir où tu vas, savoir, comment tu veux dire les choses, et cetera. Mais c'est pas avoir un cadre qui t'enferme. Ça, c'est aussi beaucoup de peurs que mes clientes peuvent avoir, avant et qui les font, voilà, un petit peu reculer sur leur stratégie. C'est: «Ouais, mais avoir une stratégie, ça va trop m'enfermer, je vais plus pouvoir être spontanée, laisser parler mon intuition» et cetera. Non, une stratégie, c'est pas avoir une prison d'1 mètre sur 1. Avoir une stratégie, c'est avoir un cadre qui est large, dans lequel tu as de l'espace pour t'exprimer comme tu le souhaites, mais dans lequel tu vas évoluer et ne pas en sortir pour rester pertinente, en fait. Parce que les gens, ils sont pas dans ta tête, tu vois? Alors et c'est toujours, plus facile, hein, et c'est pour tous les métiers de voir pour les autres que de voir pour soi-même, mais c'est important dans la com, la communication, c'est passer un message à quelqu'un et donc si toi, dans ta tête, c'est pas hyper clair, c'est un peu brouillon, tu pars dans tous les sens, les gens qui vont lire, écouter, regarder ce que tu fais, il y a de grandes chances que le tableau, il l'est pas, tu vois? Donc si tu es au clair dans ton cadre de où tu veux aller, ce que tu veux raconter, comment tu veux le dire, et cetera. Comment on parle aux personnes qui nous découvrent, comment on parle aux personnes qui vont nous faire confiance, comment on parle aux personnes pour les faire acheter, et cetera. Bah, ça sera beaucoup plus facile pour t'exprimer, ça va être durable dans le temps parce que, bah, tu as cette direction-là et tu vas plus te poser 50 000 questions. Du coup, tu vas gagner du temps aussi parce que tu vas moins te poser la question, à te mettre là et te dire: «Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire aujourd'hui?» Ah ben, je voudrais faire un post pour me rendre visible, mais bah, en fait, je sais pas faire, je sais pas quoi dire. Du coup, je fais un post où je parle de mes offres et après je dis: «Oh bah, ça marche pas, j'arrive pas à trouver des nouvelles personnes». Bah, c'est normal parce que du coup, on n'a pas fait ça. Donc voilà, tout ça, ça te permet de la clarté finalement et je pense que voilà, pour moi, au lieu de authenticité et régularité, c'est vraiment de la clarté. Donc ça passe par de la strat, mais vraiment être au clair. On passe aussi même avant la strate par être au clair sur sa boîte, en fait. Qui je m'adresse? C'est quoi mon positionnement? C'est quoi mes offres? Parce que, bah, si on sait pas ça, en fait, on va pouvoir communiquer autant qu'on veut, ça va pas changer la donne. Et puis de toute façon, ça va très vite se ressentir dans la com. Si le client idéal, tout ça, c'est pas clair, quand on va commencer à communiquer, ça sera pas clair non plus. Donc de la clarté, avoir des bonnes fondations et une stratégie, la constance, donc trouver un rythme, voilà, qui convient vraiment, et ne pas forcément essayer à être productif, à tout va et en vouloir en faire trop, mais moins mais mieux. En tout cas, qui nous convient bien, ça pour moi, c'est capital et tu vois, mine de rien, même si je parle de stratégie et de réflexion et tout ça, oui, tu vois, pour moi, la réflexion, c'est quand même important. C'est vraiment tout ce qui va être, un peu «instinct» entre guillemets, mais en tout cas, sortir ce qu'on a à sortir, tu vois? S'exprimer. Oser s'exprimer, dire les choses comme on a envie de les dire, même si des fois c'est pas toujours bien tourné, même si s'exprimer. Ça, c'est pour moi, c'est le plus important. Ça rejoint un peu l'authenticité, mais l'authenticité maintenant, c'est tellement galvaudé et cetera que voilà, ça veut plus vraiment rien dire donc de la clarté, de la constance, de la pertinence dans ce qu'on va dire et dans ce qu'on va faire, tu vois? Oui, c'est important de s'exprimer, on a le droit de se tromper, on a le droit de changer d'avis et c'est OK de le dire, mais aussi d'être pertinent dans ce qu'on va partager, tu vois? Ne pas avoir, être cohérent, tu vois? Pertinence, cohérence de, bah, je dis les choses, je fais les choses, je pense les choses et je fais pas style parce que ça marche bien et cetera. Si on n'est pas du tout, dans le mood, clivant, à parler avec des mots, des gros mots, vous forcez pas, en fait.
Oui, c'est comme, si on n'est pas drôle, on va pas se forcer à faire l'humour. C'est ça, voilà, enfin, il y a sou parlez comme, vous êtes, en fait. C'est je pique un peu cette réplique à une entreprise que je n'aime pas et que je ne porte pas dans mon cœur, mais ils ont un bon slogan. Il y a souvent cette peur de se dire: «OK, j'ose pas me montrer tel que je suis» et du coup, on va se comparer aux autres et quel est le conseil que tu donnerais à ces personnes, ces entrepreneuses qui se disent: «Ouais, mais moi je suis pas drôle, je suis pas comme les autres, j'ai pas une forte personnalité». Comment on communique quand on est ce genre de personne? Alors j'entends, c'est pas facile et c'est toujours encore plus difficile quand on regarde ce que font les autres et donc j'aurais envie de vous dire: «Éteignez tout ça, arrêtez de regarder trop vers l'extérieur, hein, parce que moi la première, hein, voilà, ça m'arrive toujours de me comparer, mais du coup je me dis: «OK, faut que j'éteigne là, faut que je me reconcentre sur moi». Et je leur dirais que vous êtes assez, qu'on est toutes et tous assez et que c'est pas parce que la personne d'à côté est plus drôle, a plus de gueule, enfin plus de gueule dans le sens, elle parle plus fort, hein, pas de gueule physiquement quoi, heu, qu'on a moins notre place, qu'on est moins légitime, qu'on est moins important. C'est pas parce qu'une personne à côté, vous avez la sensation qu'elle brille, qu'elle est incroyable et cetera. Déjà que tout le monde, va être d'accord avec ça et va le percevoir comme vous. Et surtout, ça fait pas de vous quelqu'un de moins bien. Ça vous enlève rien et que c'est pas ni de faire cadeau à vous ni aux autres que de vous empêcher de vous exprimer parce que à côté, il y a quelqu'un que vous trouvez plus drôle, que vous trouvez, plus poli, peu plus clivant et cetera. Parce que c'est vos yeux, c'est pas ceux des autres, donc vous avez vos prismes, votre vécu et cetera et peut-être qu'il y a des personnes qui n'attendent que vous, que votre voix parce que même si vous avez la même chose à dire que cette personne que vous trouvez drôle, clivante et bah, votre façon de l'exprimer résonnera peut-être plus avec elle que ces personnes-là et du coup, tant que vous le faites pas, vous vous tirez une balle dans le pied à vous et du coup, bah, vous aidez pas non plus les personnes qui attendent que vous preniez la parole. Donc je sais, c'est des jolis mots, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà, il y a pas de et puis gardez en tête, parce que je sais que ça fait peur de les «qu'en dira-t-on» et «on va me juger» profitez-en au début, vous avez quand même très peu de monde qui va vous voir, hein. Et voilà, on va se détendre, on n'est pas Beyoncé, on n'est pas Britney Spears, on n'est pas Lana Del Rey et tout, ça va, tranquille. On n'a pas des justement, on commence, personne trop nous voit, donc c'est le moment. Allons-y, lançons-nous, exprimons ce qu'on a à exprimer et puis, bah, écoutez, s'il y a des gens qui viennent vous critiquer parce que vous dites des choses, c'est parce qu'eux, ils osent pas le faire et que du coup, ils trouvent ça incroyable que vous le fassiez et du coup, ça va leur reprocher des choses. Mais juste faites-le et plus vous le faites, plus ça va devenir facile de toute façon et moins vous aurez c'est ça. Et puis surtout, si avant de prendre cette parole pour se rassurer, bah, soyez encore une fois au clair sur les prises de position que vous voulez avoir, sur les endroits où vous allez prendre la parole, sur comment vous allez prendre la parole, avec qui vous allez discuter. Parce que déjà, une fois que ça, c'est bon, bah, il y a quand même moins de questions qui se posent. Tu vois? Oui, après, bah, va se poser la question de: «OK, quel format j'utilise? Dans quoi je suis le plus à l'aise?» Comme ça, on peut faire un petit pas après l'autre et on essaie pas forcément d'exploser sa zone de confort tout de suite et on reste dedans et on l'exploite au maximum et on essaye et puis du coup, on devient de plus en plus confiante et puis on essaye d'autres choses et cetera. Mais déjà, on n'a pas cette question-là de: «Oh là, alors, faut que je prenne la parole. Mais qu'est-ce qu'il faut que je raconte? Et comment je vais dire ça? Et à qui je m'adresse?» Ah bah non, parce que sinon là, c'est sûr que, vous allez pas le faire. Vous allez avoir une montagne devant vous, vous allez vous dire: «Non, moi je vais aller faire autre chose». C'est trop inconfortable. Donc pour que ça soit confortable, de la clarté, comme ça on reste cohérente et après on teste des choses et surtout voilà, moi je le dis toujours à mes clientes, enfin on va trouver une manière de communiquer qui vous semble facile pour vous. C'est-à-dire, c'est toujours cette question que je pose à mes clientes, c'est: «OK, qu'est-ce qui est simple pour toi pour t'exprimer? Est-ce qu'on est plus sur de l'écrit? Est-ce qu'on est plus sur de l'oral, voir les gens, pas voir les gens?» et cetera. Parce que ça va aussi influer
sur les canaux de com qu'on va mettre à dispo. Si une personne arrive en me disant: «Clémentine, je déteste écrire», je vais pas lui dire: «OK, super, on fait un blog». Non. Sauf si elle me dit: «J'ai du budget et je peux déléguer». Dans ces cas-là, oui, OK, pourquoi pas. Mais si elle est toute seule et qu'elle me dit: «Je déteste écrire», je vais pas lui dire: «Bah super, donc toutes les semaines tu vas écrire un article de 1 300 mots». Bah non. Comment comment la rendre folle et comment la dégoûter de la communication? Donc non, bien sûr que non. Et quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu observes dans la communication des entrepreneurs que tu accompagnes et qui leur coûtent cher en temps et en énergie? Cette notion de clarté là, de savoir ce qu'on raconte, ça vraiment, je pense que c'est une des choses qui leur coûte en temps et en énergie et qu'une fois que ça, c'est plus clair, tout de suite, bah, on gagne du temps et on gagne de l'énergie parce qu'il y a plus ces questions, qui se posent de: «Mince, l'objectif c'est de me rendre visible, mais comment je fais un truc pour me rendre visible?» Ça, quand tu as une bonne stratégie et de com et de contenu, tu sais. Tu sais quel sujet, tu sais comment aborder les choses pour avoir des posts qui vont te rendre visible ou des posts pour créer du lien, de l'engagement et cetera ou pour vendre. Donc comme ça, l'objectif c'est ça, bah, je sais que je vais pouvoir aller, là, 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 là. Donc ça vraiment pour moi c'est dans, je sais pas, 80, je te donne des chiffres, qui n'ont pas du tout été étudiés et statistiqués de manière tout à fait, sérieuse. Et voilà, en général, je dirais, ouais, 85-90 des de mes clientes, la problématique, c'est, bah, en fait, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment le dire, j'arrive pas à exprimer ce que je fais, comment je le fais et cetera. Tu vois, là, j'ai une de mes clientes en copilotage stratégique, c'était vraiment la grosse problématique. Elle avait une idée très précise, mais bah, quand elle essayait de l'expliquer à d'autres personnes, ça fonctionnait pas parce elle avait pas mis les bons mots dessus et cetera et du coup, bah, forcément, elle passait du temps et de l'énergie à essayer de communiquer auprès d'autres personnes et puis, bah, il y avait pas de retour et de résultat. Là, on a commencé, juste changer quelques mots, tournures de phrases. Il y a beaucoup plus de répondants que ces 6 derniers mois, donc c'est que vraiment ce qu'on raconte et comment on le dit, ça a de l'impact aussi. Donc ça, c'est et l'autre point, qui peut être, compliqué, c'est, bah, choisir les bons endroits pour communiquer et ne pas mettre son temps et son énergie dans des canaux de com qui ne sont pas pertinents ou en tout cas pas de la bonne façon. Enfin, comme on en parlait tout à l'heure de, utiliser les réseaux sociaux, les mettre dans la à leur bonne place dans notre stratégie de com et ne pas forcément s'obstiner à se dire: «Les réseaux sociaux, c'est par là que je vais me rendre visible». Non, peut-être que les réseaux sociaux, c'est pas là où tu te rends visible. Peut-être que les réseaux sociaux, ils vont être plutôt là pour rassurer ton audience ou alors carrément pour vendre. Ou un peu des 2 quoi, mais voilà, c'est ça. C'est, je m'obstine parce que c'est comme ça que tout le monde me dit qu'il faut faire et que tous les gourous d'internet, c'est par là qu'ils passent, c'est comme ça Généralement, ils vendent des formations, réseaux sociaux, donc ça exactement, prend sens. exactement. C'est toujours se poser la question de les gens qui vous partagent ça et moi la première, hein, posez-vous la aussi la question pour moi, il y a pas de souci, c'est normal, mais les personnes qui vous disent ce qu'ils vous disent, pourquoi ils vous le disent? Des personnes qui vont vous dire: «Il faut absolument poster sur Instagram 5 fois par semaine, il faut absolument être sur LinkedIn, il faut absolument, avoir un blog, un podcast, machin, machin». Pourquoi? Parce que derrière, ils vous vendent ça. Donc forcément, ils prêchent pour leur paroisse. Mais on est grand et grand, j'estime qu'on est censé avoir un esprit critique, un minima quand même, quand on est à son compte et qu'on est capable de réflexion et qu'on est capable de prendre ce recul pour se dire: «Bah, OK, effectivement, beau discours, ça a l'air sympa. Est-ce que les personnes qui disent ça ont un intérêt à me dire ça et est-ce que ça a aussi un intérêt pour moi? Est-ce que c'est en phase avec mon activité? Est-ce que les personnes qui me promettent ça ont accompagné des gens qui ont des métiers similaires aux miens?» Enfin, tu vois, c'est aussi, bah, faire notre travail de prendre du recul et d'avoir de l'esprit critique, pour se dire si c'est bon ou pas, ou pas pour soi, tu vois? Donc voilà, se reculer pour savoir qu'on n'est pas obligé de faire ça ou ça aussi et du coup, voilà, pour moi, c'est des vraies problématiques que je retrouve avec mes clients de, bah, je suis allée sur ce canal-là parce que c'était ce qu'il fallait faire et en fait,
Oui, c'était une option, mais au vu de toi et de ton activité, de ton client idéal, il y a peut-être d'autres options. Est-ce qu'on peut essayer autre chose? Voilà. On définit une stratégie de communication, après il est temps de passer à l'action. Quand on est tout seul aux commandes, comment est-ce qu'on trouve le juste équilibre entre garder cette constante, le plaisir aussi de communiquer, surtout quand on a déjà 10 000 autres choses à faire? Et est-ce que c'est vraiment possible de faire ça tout seul, Oui, moi en obtenant des résultats? je suis convaincue qu'on peut faire ça tout seul. Moi personnellement, je gère toute ma com toute seule. Ça me prend maxi 6 heures par semaine, donc à peu près ouais, j'ai vraiment dédié à ma com 6 heures par semaine, sachant que je bosse en moyenne 25 heures. Ça fait un petit 25 de mon temps, qui est dédié à ma com. Par semaine, en sachant que j'ai un podcast une fois par semaine, qui c'est ça qui me prend le plus de temps. J'ai une newsletter 2 fois par mois. Normalement, voilà, un article de blog par mois. Bon, celui-là, il est un petit peu, c'est celui qui passe un peu à la trappe quand il y a d'autres trucs à faire. Mais bon, en général, il est là et Instagram, 2 à 3 fois par semaine. Donc voilà, ça le podcast, c'est ce qui me prend le plus de temps, hein, forcément, faut enregistrer les épisodes, les monter, scripter, machin. Et j'y arrive parce que j'ai déterminé ma strate de com en fonction, bah, déjà de ce qui est bon pour ma cible et mes objectifs et tout ça, et en fonction de moi. C'est-à-dire en fonction aussi du temps de dispo que je peux accorder à ma com. Tu vois, ça, c'est vraiment quelque chose que je pose toujours, toujours à mes clientes quand on copilote leur stratégie ensemble. C'est avant même qu'on détermine, voilà, les canaux, la fréquence, et cetera, c'est toi, dans ton planning, combien de temps tu peux dédier à ta com et uniquement à ta com toutes les semaines. Après, voilà, chacune, gère, son organisation comme elle veut. Et ça se trouve, il y en a qui vont tout batcher en un mois, enfin une fois, et voilà. Mais bon, pour avoir une moyenne par semaine, combien de temps on t'accorde à ta com? Combien tu peux accorder à ta com de manière réaliste pour que ça ne soit pas une charge supplémentaire dans ton planning. En imaginant que tu es full cliente, que tu as autre chose à faire que ta com effectivement, combien de temps, de manière honnête avec toi-même, tu peux dédier à ta com? Si tu me dis: «Bah, Clémentine, je peux accorder 1 heure à ma com», et bah, bien évidemment qu'on va pas se dire: «Bah, OK, on poste 5 posts Instagram, on fait un article de blog et une newsletter par semaine». En 1 heure, à moins de tout déléguer à ChatGPT et du coup avoir des trucs qui sonnent pas vraiment toi et où on perd un petit peu, voilà, on ne va pas avoir le temps et là, c'est la meilleure moyen de se cramer. Donc oui, on peut faire les choses tout seul et on peut avancer dans sa com seul quand, on est au clair sur où on va, qu'est-ce qu'on raconte et cetera, et qu'on détermine nos actions en fonction du temps de dispo qu'on a et pas l'inverse. C'est pas de se dire: «Il faut que je fasse cette action, cette action, cette action et je vais essayer de les mettre dans mon planning, sauf qu'il peut, sinon je vais travailler 60 heures par semaine». Donc non, là on fait moi je travaille à l'envers. C'est OK, j'ai tant de temps parce que l'idée c'est OK, je veux travailler X heures par semaine parce qu'à côté j'ai une vie et que même si j'adore mon taf, bah, j'ai bien envie de vivre aussi à côté et que du coup, bah, dans ce laps de temps, il faut que je fasse ça, 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 dont la com. La com, bah, du coup, je peux dédier X heures. OK, dans ces X heures, qu'est-ce que je peux faire? Et Comment optimiser ses heures? comment on Mmh. optimise ses heures? Et bien sûr, bah, voilà, au début, très certainement que, OK, j'ai 2 heures par semaine, bah, pour l'instant, je me dis: «J'arrive à faire un ou 2 posts Insta», parce que, bah, c'est le début, parce que je sais pas, voilà, faut prendre le pli et cetera et cetera. Bah, peut-être que dans 6 mois, bah, en fait, ça me prendra plus que, 1 heure, donc ah, bah, j'ai libéré 1 heure pour ajouter un autre canal de communication. Ça va plus vite, OK, c'est plus facile, je fais des templates, machin, pouf, ça me prend moins de temps. Voilà, c'est et toujours comme ça, tu vois? Moi, quand j'ai décidé, je veux pas que ma com, ça soit plus de, 5 à 6 heures par semaine dans mon planning. Donc je choisis mes canaux et mes fréquences en fonction de ça. Là, tu vois, j'ai voulu mettre plus, mais j'ai oublié Pinterest. J'ai voulu mettre un peu plus d'effort et d'énergie sur Pinterest parce que ça me fait un bon trafic, quand même, sur le blog et cetera et sur le site. Donc bah, pour ça, il a fallu aussi faire des concessions ailleurs. Donc c'est-à-dire, à poster un petit peu moins sur Instagram, pour que je passe un petit peu moins de temps sur Instagram et pour que ce temps que je dédie plus à Instagram, je puisse le dédier à faire un peu plus d'épingles sur Pinterest pour rendre le podcast et cetera et cetera. Voilà, c'est aussi, faire des concessions, mais toujours en faire en sorte que tout rentre dans mon laps de temps. Comme ça, je déborde pas et j'ai pas l'impression que, c'est too much, tu vois?
Ça fait 10 ans que tu accompagnes les en non, 9 ans tu m'as dit, que Ouais, tu ouais, accompagnes 9-10 ans. que tu accompagnes les entrepreneurs dans leur communication. Si tu pouvais revenir à tes débuts, quel conseil est-ce que tu aurais aimé recevoir quand tu t'es lancée à ton compte? Ah, c'est une très bonne question. Moi, quand j'ai commencé, j'ai fait un peu l'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, hein, je pense qu'on est beaucoup à être passés par là, c'est-à-dire communiquer! Bah oui, Créer alors moi, j'ai pas commencé par les réseaux sociaux parce que, moi, j'ai un blog depuis que j'ai 11 ans, j'en ai 33 aujourd'hui, donc j'ai passé, 3 2 tiers de ma vie à écrire et à avoir un blog. Alors on s'entend, hein, 11 ans, c'était un blog, Skyblog, d'enfant quoi, hein, mais n'empêche que j'aimais mon blog. Donc du coup, moi, quand j'ai commencé à communiquer, j'ai fait un blog, hein. C'était mon blog, ça a été la première action de com, que j'ai lancée pour mon activité. Mais il n'empêche qu'un blog, c'est quand même une ligne édito, il y a quand même une stratégie à avoir derrière et cetera, tu vois? C'est juste pas juste: «Ah, j'ouvre un blog et j'écris ce qui me vient», quoi. Et le truc, c'est que, bah, en fait, c'est ce que j'ai fait moi. J'ai lancé mon blog et puis, j'ai écrit sur ce qui me venait, sur ce que j'avais envie de partager, sans me questionner vraiment sur c'est quoi mes sujets, à qui je m'adresse, qu'est-ce qu'eux ils ont besoin de savoir et cetera. Donc j'ai fait les choses à l'envers, quoi. Éviter ça. Enfin, j'aurais voulu qu'on me dise, tu vois, quand je me suis lancée, bah, comme je te disais tout à l'heure, d'avoir de la clarté vraiment sur ma boîte, sur mon positionnement, sur mon client idéal, sur ce que j'allais proposer comme offre, pour que je puisse bien communiquer derrière. Parce que la com, elle vient soutenir ton business. Mais si ton business, déjà de base, il se casse la gueule, bah, la com, elle c'est pas la com qui va non, rattraper en la com, c'est pas une béquille, hein. La com, c'est un support. Puis, bah, s'il y a rien à supporter, ça marche pas. ben Donc voilà. voilà, j'aurais aimé qu'on me dise ça, qu'on me dise: «Clémentine, avant de foncer tête baissée à communiquer parce que c'est ton taf et que tu sais très bien le faire», enfin très bien le faire, en tout cas que tu aimes ça et que voilà, bah, en fait, avoir une entreprise, c'est déjà savoir, c'est quoi le positionnement, à qui tu t'adresses et qu'est-ce que tu vends, quoi. Et après, tu pourras communiquer sur tout ça, tu verras, ce sera beaucoup plus simple. En tout cas, tu auras beaucoup plus de résultats parce que ça a été assez, transcendant, hein, de mon côté. Donc comme je te disais, j'ai galéré là pendant 3 ans à pas trop savoir ce que je voulais faire et cetera, mais j'ai quand même commencé à communiquer en 2017, tu vois? Et en 2019, quand j'ai fait ce premier accompagnement, puis après en 2020, pendant le confinement, j'en ai profité pour vraiment me questionner sur ce client idéal et Mmh. cetera et cetera. Ça a été, direct. En mars-avril, j'ai questionné mon client idéal, j'ai retravaillé mon client idéal pour qu'il soit encore plus précis. J'ai recentré ma communication sur mon client idéal à partir de juin 2020. Je n'ai eu que mes clients idéaux et j'ai trouvé tous mes clients depuis grâce à ma communication parce que j'attire les bonnes personnes ou en tout cas des personnes qui sont, assez intéressées par ce que je fais et cetera. Donc voilà, j'aurais perdu beaucoup moins de temps si, j'avais fait ce travail avant de communiquer, au lieu d'essayer à tout prix de communiquer, sans me poser la question de à qui et de quoi. Bon, bah, c'est bien noté. Cette année, tu participes au cabinet des curiosités et ton petit produit fait partie des 124 produits du bundle. Sinon, à part ça, où est-ce qu'on peut également te trouver? Bah, écoutez, sur Instagram, clémentine.lavotte et sur mon podcast, Comme toi, où du coup, toutes les semaines, on vient parler, communication, des réflexions, des pistes et cetera, planter des petites graines dans les cerveaux pour avoir une, communication la plus efficace et réaliste, possible pour soi, pour éviter, d'y passer tout son temps et toute son énergie et se sentir lessivé par sa communication, c'est pas le but. C'est pas le but. En tout cas, merci beaucoup Clémentine. Merci beaucoup Anitra, c'était très chouette.